La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, Boris Krivicki et Selim Hamouche reviennent sur l'histoire de la presse vidéoludique en France. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis David Benoît, chargé de collection jeux vidéo au département son, vidéo, multimédia de la Bibliothèque nationale de France. Et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la 5e séance de notre cycle des rendez-vous du jeu vidéo. Alors comme je le dis à chaque fois maintenant en introduction, cela fait 30 ans cette année que le dépôt légal a été étendu aux documents électroniques et donc aux jeux. Mais avant 1992, il y avait déjà des logiciels qui sont entrés dans nos collections, notamment via ce qui était offert avec certaines revues. Et c'est justement l'un des intérêts de venir à la BNF, c'est qu'on peut avoir accès aux autres documents en rapport avec le jeu qui sont entrés par le dépôt légal, les livres, les sites internet, les archives que nous recevons parfois, et donc toute la presse vidéoludique. Et c'est d'autant plus important pour des jeux anciens qui peuvent avoir disparu ou des jeux récents qu'il sera difficile de faire fonctionner à l'avenir, tout ce qui est MMO, jeux sur internet, jeux services, etc. Et nous organiserons d'ailleurs en avril 2023 une journée sur les archives de la jouabilité et les documents annexes qui permettent de parler des jeux auxquels on ne peut plus jouer. Et donc, comme nous aimons beaucoup les livres à la Bibliothèque nationale, nous allons tenter une double mise en abîme ce soir, en mentionnant 2 livres récents qui parlent de la presse et de la presse qui parlent de jeux vidéo. Le premier ouvrage s'appelle Press Start. Il est paru en 2020 chez Omake Books, qu'on remercie au passage. Les 2 auteurs sont ici pour nous le présenter. Tout d'abord Yves Brem, expert de la presse vidéoludique au sein de l'association mo5.com, association que nous connaissons bien et qui mène à un travail de préservation remarquable. Et on espère tous qu'il y aura un jour un musée national du jeu vidéo en France. Et en ces temps troublés où l'idée d'Europe est plus importante que jamais, nous sommes ravis d'accueillir un chercheur venu d'ailleurs, Boris Krivicki, le second auteur de Press Start, qui est tout jeune docteur en information et communication de l'Université de Liège. Et sa thèse a été mise en ligne il y a une semaine tout juste. Et nous aurons aussi l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Boris a également participé au 2e livre, qui sera évoqué, un ouvrage collectif alors intitulé « Lire les magazines de jeux vidéo », c'est bien ça, qui sera publié dans quelques semaines aux presses de l'Université de Liège. Il est le fruit d'un projet de recherche intitulé Ludopresse, qui a réuni des chercheurs de plusieurs pays et qui a donné lieu à un colloque à Liège en 2016, organisé par le Liège Game Lab. Et donc pour en parler, nous recevons Selim Hamouche, docteur en sciences de l'information et de la communication et membre du laboratoire Communication, Information, Médias à la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Concernant Press Start, donc il y aura une séance de dédicace qui est prévue à la fin pour les amateurs. Et pour les autres séances des rendez-vous du jeu vidéo, il reste une dernière préconférence qui devrait avoir lieu le 10 mai sur Resident Evil 2. Avant de vous laisser la parole, je remercie les collègues du département SVM qui ont aidé à la mise en place de ce cycle, notamment Nicole Benjamin. Je remercie le service des manifestations, Richard Dao, Muriel Couton et les équipes techniques qui nous permettent d'être avec vous aujourd'hui, ainsi que la délégation à la communication pour la valorisation de ces événements. Et surtout, merci à vous 3 d'être présents ce soir. Le micro est à vous et bonne conférence. Merci. Ouais, je crois que vous m'entendez bien. Je vais essayer. Voilà. Merci beaucoup, merci à la BNF de nous avoir fait cette proposition de venir présenter notre ouvrage. Donc je pense que c'est pas mal qu'on commence par Press Start. Pourquoi ? Parce que l'objectif de Press Start dès le départ, c'était de résumer, si on peut dire qu'un ouvrage de 400 pages est un résumé, résumer 40 ans d'histoire de magazines de jeux vidéo, donc résumer vraiment l'histoire de la presse vidéoludique dans son ensemble. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire avec Boris ici présent. Et donc je vais essayer, exercice difficile, de vous résumer tout ça en 20 minutes. Alors est-ce que ça marche ? Voilà. Donc avant les premiers titres de presse spécialisés en jeux vidéo, bien entendu, il y avait déjà des magazines qui parlaient des jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle la préhistoire, le tout début des années 80. Et il y avait grosso modo 2 types de magazines qui parlaient de jeux vidéo. Il y avait les magazines informatiques, mais
paradoxalement, leur traitement du jeu vidéo était finalement assez limité. C'était souvent une petite rubrique, 1, 2, peut-être 4 pages maximum, dont par exemple l'ordinateur individuel, mais c'était finalement relativement assez limité. Le premier magazine qui a vraiment eu une rubrique de jeux vidéo digne de ce nom, c'est le magazine Jeux et Stratégie, qui est donc, comme l'indique son nom, un magazine dédié aux jeux de stratégie Wargames sur plateau, qui était à l'origine d'ailleurs un hors-série de Science et Vie. Et qui va donc être le premier à lancer une rubrique réellement sur les jeux vidéo, majoritairement sur les jeux de stratégie, mais également ouvert à quelques autres. Comme le résume bien Colin Cidre, qui est chercheur, et c'est les citations que je mets en bas, alors j'espère que vous les voyez parce que je ne les citerai pas intégralement à chaque fois. Ces titres parlent de jeux vidéo, mais à leur manière, en les décrivant un peu comme le cheval de Troie de la micro. C'est pour ça que des magazines comme l'ordinateur individuel ont finalement des rubriques relativement limitées en termes de jeux vidéo. Le jeu sur console est clairement décrié, il est décrit comme un gadget, et celui sur micro a plus sa place dans la culture hobbyiste, puisque c'est bien entendu des magazines de micro-informatique. Mais grosso modo, les magazines informatiques ne vont pas foncièrement traiter le jeu vidéo de manière très équitable, alors que Jeux et Stratégie va être réellement un des pionniers qui va inspirer une partie de la suite, et notamment, bien entendu, le premier titre, et qui pendant longtemps va être le seul, le premier titre de jeu vidéo, de magazine de presse de jeux vidéo dédié, c'est bien entendu le magazine Tilt, qui, et c'est assez original de le signaler quand on considère après tout le microcosme, l'histoire du journalisme vidéoludique, a pas du tout été, d'une part, il n'a pas été lancé par des fans de jeux vidéo, il a été créé par des étudiants en Cagne. Et avec une équipe rédactionnelle qui n'était elle-même pas véritablement passionnée de jeux vidéo, c'était surtout des gens diplômés du supérieur, qui avaient des ordinateurs, parce que c'était pas donné à tout le monde à l'époque, et qui étaient finalement assez éloignés du milieu informatique et même du milieu journalistique. Et ce qui fait que ça a donné naissance à un magazine de jeux vidéo qui a été la base pour beaucoup de jeunes joueurs de cette époque, alors que finalement il avait un style qui n'était pas du tout adapté, entre guillemets, à un public qui était majoritairement des enfants de moins de 15 ans. Des tournures de phrases, comme le résume Patrick Elliott de Gamecult, sur un article de Gamecult, des tournures de phrases parfois précieuses et sophistiquées, l'émergence d'une culture jeux vidéo en France. À l'époque, on lit Tilt et on apprend. Donc on n'est pas du tout sur ce qui va se développer ensuite. Par contre, ce qui est relativement assez intéressant, c'est que Tilt est porté par un gros éditeur, les éditions mondiales, qui sont notamment l'éditeur de Télépoche. On va vous dire, ça devait être à peu près 3 millions de diffusions pour Télépoche. Et c'est un pari, mais un pari relativement peu risqué, parce que finalement, il y a relativement peu de coûts. Le coût du magazine est faible, les salaires, les locaux sont relativement assez faibles, et le magazine, finalement, marche très très bien. Sur les premiers chiffres officiels, en 1984, on est à 50 000 ventes. Il y a grosso modo aucun magazine qui, à l'heure actuelle, fait ce chiffre. Mais vous allez voir que ça va changer ensuite. Donc Tilt va rester un peu le magazine quasi unique de presse vidéoludique pendant toute la première moitié des années 80, et à partir de la deuxième moitié des années 80, il y a plusieurs maisons d'édition qui vont se créer. Ça ne va pas être des gros éditeurs comme Tilt, mais plutôt des passionnés du micro, alors des micro-ordinateurs qui vont entrer dans la danse. Alors pourquoi micro-ordinateur ? Bien entendu, il y a déjà eu la crise du jeu vidéo, donc le jeu vidéo console s'est effondré. Tilt a survécu, contrairement à, par exemple, beaucoup de magazines américains comme Electronic Games, qui a inspiré Tilt à l'origine. Et donc se crée une nouvelle concurrence qui est menée par des maisons d'édition auto-créées autour de l'informatique et du jeu vidéo, avec des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, donc à l'inverse de la plupart des rédacteurs de Tilt, même si ça a également changé au fil du temps. Beaucoup moins pointilleuse sur la législation. Si je dis ça, c'est parce que les rythmes de travail, qui sont encore des rythmes de travail qui existent encore à l'heure actuelle, commencent à être appliqués avec le travail la nuit, etc. On travaille en horaire décalé, etc. C'était des choses qui ne se faisaient pas du tout à Tilt. C'était 18h, les bureaux étaient vides. Et donc, résultat, avec cette manière de travailler, ils vont créer des magazines qui vont proposer beaucoup plus en termes de pages. On arrive par exemple, le joystick mensuel, lancé en 90 à la suite du joystick hebdomadaire, c'est 300, voire 400 pages par mois. Et donc, cette nouvelle génération, donc menée par ces magazines que je présente ici, Génération 4, Micronews, Joystick, etc., qui ont été d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mis, oui voilà, je l'ai mis un peu après, excusez-moi, je vérifie, vont créer une forte concurrence par rapport à Tilt,
Et il est souvent mis en avant que c'est justement parce que Tilt, c'était une grosse maison d'édition qui respectait le droit du travail, alors que tous ces passionnés, c'est leur passion. Donc en fait, leur travail, c'est leur passion, donc ils ne comptent pas leurs heures. Oui. Oui, mince. Non, mais c'est un peu gênant quand même. Ouais, c'est pas terrible ça. Je sais pas que si. Ah, en ligne, ça passe bien. C'est un moment, j'ai bougé et ça, j'essaie de remettre. Je suis désolé, je sais pas comment résoudre le problème. Bon, désolé pour la qualité des images. En tout cas, j'espère que le texte reste lisible. Alors pour résumer cette nouvelle génération de journalistes, de passionnés de jeux vidéo qui se lancent dans la presse, il y a différents types de profils. Bon, il y a d'abord les purs chanceux, c'est souvent des candidatures spontanées. Hein. AHL, c'est pas caché. AHL, donc l'ancien rédacteur en chef de Console Plus, qu'il a pu recruter des gens juste parce qu'ils avaient une photo plus sympa que les autres. Hein, il ne s'en est pas caché. Ensuite, il y a aussi des gens qui sont recrutés comme pour ce qu'on pourrait dire pour leurs skills, c'est-à-dire des gens qui sont recrutés au cours de salons de jeux vidéo. Ils gagnent un concours de jeux vidéo. Il y a un éditeur qui arrive et qui lui dit écoute, je lance un magazine de jeux vidéo, tu joues super bien, viens écrire dans notre magazine. Ils n'avaient aucune idée de leur capacité rédactionnelle et c'est comme ça qu'ils se sont fait recruter. Après, il y a, et c'était pas du tout anodin, un certain nombre de gens qui sont rentrés dans la presse de jeux vidéo parce qu'ils étaient d'abord des crackers. Donc des swappers, je crois qu'on appelait ça à l'époque. C'est-à-dire des gens qui faisaient qui craquaient les jeux pour en faire des copies et qui vendaient ces copies. Donc il y a tout un trafic international dans les années 80 qui se développe là-dessus. Véritable nectar pour les revendeurs, comme l'explique ici Je me destroy, qui était à l'époque à Micronews, parce que donc ces groupes de crackers proposaient des jeux aux revendeurs qui leur permettaient après d'établir si le jeu était bien ou non. Et donc après, ils étaient capables aussi de le distribuer à un certain nombre de gens qui étaient capables de le tester chez eux. Ils revenaient en magasin, ils leur disaient ouais, ce jeu est pas mal, etc. Et finalement, comme c'était un peu un microcosme, que la presse tournait aussi autour de ces magasins-là, il y avait des rencontres qui pouvaient se faire. Ah oui, c'est toi qui as testé ce jeu-là, c'est toi qui craques ce jeu-là, bah viens faire des tests pour nous. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucune distribution. Les jeux vidéo n'étaient pas distribués par l'industrie. Donc il fallait se débrouiller pour avoir ses propres jeux. Donc impérativement, les gens capables de faire des copies de jeux, ils avaient la valeur, la matière première de la presse jeux vidéo. Et puis bien entendu, il y a tout ce qui est le réseau, ce qui est bien résumé par Georges Brice, qui était rédacteur en chef de Micronews, mais qui a été rédacteur en chef de plusieurs magazines informatiques avant. Il rencontre à un moment au château d'Ubisoft, à l'époque où Ubisoft avait encore son château en Bretagne, un dénommé Jean-Yves Prima, qui était le patron de Commodore Revue. Et puis à un moment, Georges Brice, il en a eu marre, alors il a pris son téléphone, il lui a dit voilà, j'en ai marre, est-ce que tu as envie que j'aille travailler pour toi? Et c'était fait. Donc bien entendu, le réseau, mais ça joue aussi dans beaucoup d'autres professions. Donc c'est un peu comme ça que cette génération de journalistes est rentrée. Le réseau va devenir de plus en plus important au fil en aiguille, puisque de fil en aiguille, il y a aussi un certain nombre d'amis qui vont rentrer parce qu'on peut faire confiance à des amis plus qu'à des inconnus. Enfin voilà, vous voyez un peu l'image. Les éditeurs en soi, ils sont rarement comme les éditions mondiales, les éditeurs de Tilt, même si on a eu aussi Soracom, qui était un gros éditeur et qui éditait Arcade. Il y a deux types d'éditeurs qui vont se créer en plus de ces grandes maisons d'édition. C'est les magasins et les grossistes en informatique, qui est à l'origine des magasins. C'était le cas du magasin Microvideo, qui a lancé Génération 4. C'était le cas du magasin MSX Video Center, qui a lancé Micronews, qui était à l'origine MSX News. Et Alain Kahn, qui a créé Amstrad 100%, puis ensuite Player One, était également grossiste en informatique. Donc c'est des gens ils ont des contacts dans l'informatique, qui se disent on va proposer des magazines sur ce qu'on vend. Et puis il y a les purs entrepreneurs qui ne sont pas foncièrement intéressés par le jeu vidéo ni par l'informatique, qui sont des pure players, qui vont se dire tiens, ça a l'air de marcher, alors on lance. Marc Andersen qui va lancer Joystick, puis plus tard les frères Chemla pour FJM ou Possi Press pour Amiga Dream. Ce que résume bien Yann Serra d'ailleurs d'Amiga Dream, c'est-à-dire qu'il y a eu à cette époque un espèce de mariage entre des passionnés qui étaient prêts à écrire des pages et des pages sur le jeu vidéo, même sans être payés, ils s'en foutaient, et d'un autre côté des hommes d'affaires qui arrivaient derrière et qui ils sentaient bien qu'il y avait un filon. Donc de fil en aiguille, avec tous ces nouveaux passionnés, les magazines de jeux vidéo commencent à très fortement se vendre. Tilt, par exemple, atteint 70 000 ventes au début des années 90.
Mais il y a quand même un pan du jeu vidéo qui est encore relativement peu traité, c'est les consoles. Et donc le premier qui va se lancer dans la danse, c'est Player One. Donc créé par Alain Kahn et lancé par Cyril Drevet et Olivier Scamps, qui ont été les 2 premiers rédacteurs et qui ont le nez suffisamment fin pour dire le marché des consoles, c'est l'avenir. Et ils avaient raison, Player One va très très vite marcher, ce qui fait que ça va donner naissance à Console Plus, qui est en fait le petit frère console de Tilt, et à Joypad, qui est le petit frère console de Joystick. Ce qui est assez marrant, pour anecdote sur l'histoire de Player One, c'est qu'à l'origine, Alain Kahn, donc Media System Édition, éditait le magazine officiel Amstrad, et comme Amstrad sortait sa console de triste mémoire, la GX4000, une des plus mauvaises consoles de l'histoire, ils leur ont en fait vendu à Amstrad, vous savez, on va lancer un magazine console, mais comme ça on va pouvoir parler de la GX4000, alors qu'en fait ils avaient que en tête de parler des consoles japonaises, qui étaient les vraies bonnes consoles. Et donc c'est comme ça que Pierre Valls et Cyril Drevet ont réussi à faire accepter à Amstrad de financer ce magazine-là, enfin en tout cas de mettre quelques billes qui ont permis à Media System de lancer Player One. Donc les magazines consoles marchent aussi très très bien. Mais le jeu vidéo se développant et ayant de plus en plus de succès, bien entendu, ça commence à devenir, l'industrie commence à s'organiser. Il va commencer à y avoir un rapport de force qui va se créer avec l'industrie. Comme je vous l'avais dit au départ, l'industrie ne fournissait même pas les jeux à la presse. À partir de cette époque-là, ça commence à être le cas, mais en contrepartie, l'industrie, c'est pas des mécènes, ils veulent une certaine contrepartie. Alors ça va dans les 2 sens, parce qu'il y a quelque chose qu'on a quand même tendance un peu à l'oublier, ce qu'explique Stéphane Lavoisard ici, c'est-à-dire qu'à l'époque, des jeux qui étaient mal notés pouvaient ne pas être distribués dans les grands magasins. Donc là, la note, la critique du jeu vidéo avait vraiment un impact énorme sur le jeu vidéo en lui-même. Mais il y a eu 2 points faibles par rapport à ça, c'est que d'une part le jeu vidéo restait un peu centré sur lui-même, c'est-à-dire qu'il était impossible de vendre des pubs hors jeu vidéo, ce qu'on appelle du hors captif, comme l'explique AHL, rédacteur en chef de Console Plus, qui a essayé d'avoir des pubs pour Coca-Cola, pour Renault, etc. Et c'était impossible dans ces magazines-là à l'époque, et c'est encore majoritairement le cas à l'heure actuelle. On n'a que des pubs pour l'informatique ou pour le jeu vidéo. Et puis ça va surtout créer un rapport de force dans l'autre sens, c'est-à-dire que les éditeurs, ils vont commencer à dire, voilà, maintenant on vous fournit les jeux vidéo, on aimerait bien que vous... Donc ils ont toute une armada de personnes qui appellent les rédactions, qui leur dit, voilà, on vous a ce jeu-là, est-ce que vous pouvez blabla, etc. Les rédactions sont très très indépendantes, donc en général on voit paître tout le monde, mais il y a eu des gros coups. AHL raconte par exemple une réunion qui a été organisée par Electronic Arts et Océan, et qui a demandé au magazine de jeux vidéo, arrêtez de parler des jeux vidéo japonais. Nous, vous êtes en France, ne parlez que de la France. Il y a des magazines qui ont refusé, la majorité, mais certains ont quand même accepté. Mais la plupart des magazines tenaient bon au chantage des éditeurs, je crois que c'est quand même important à signaler. Et je dis ça parce qu'avec Boris, on a enquêté auprès de 50, 60 journalistes différents, dont des gens qui n'ont plus rien à voir avec le milieu, donc qui n'ont aucun intérêt à nous mentir. À l'époque, la presse avait ce pouvoir, et ils étaient capables de résister, mais c'est pas pour ça qu'il n'y avait pas des pressions de certains éditeurs. Mais on est loin de ce qui se passe dans la presse anglo-saxonne ou japonaise, où en général les magazines sont plus inféodés à l'industrie finalement. En France, on est quand même plutôt un exemple d'indépendance. Alors avec tous ces lancements de magazines, on va arriver à un nombre de magazines qui au départ était fin des années 80, on était à 7 ou 8 magazines, et quand on arrive au milieu des années 90, on est à 25 magazines qui paraissent en presse tous les mois, et on va arriver à ce qu'on appelle l'âge d'or de la presse. Et je vais expliquer exactement l'âge d'or, mais pourquoi d'abord est-ce qu'il y a eu cet âge d'or qu'on juge de 1995 à 2001, mais on peut l'étendre à un petit peu avant et un petit peu après. Bon, tout d'abord, il y a l'évolution exponentielle du chiffre d'affaires du jeu vidéo, qui devient vraiment un bien de consommation énorme, y compris hors enfant. La deuxième chose très importante, c'est la création du CD-ROM, qui a permis de faciliter et de maximiser la vente de démos avec les magazines papier. C'est-à-dire que la démo, à un moment, est devenue le plus produit qui faisait la véritable concurrence entre les magazines. C'était pas finalement ce qui s'écrivait dans le magazine, mais c'était plus la démo qui était offerte avec le magazine qui faisait qu'on achetait tel titre ou un autre. La création du CD-ROM a pour ça créé un véritable âge d'or de la presse. Et finalement, à la confluence de ces deux raisons, la réalité, c'est l'importance de la PlayStation, qui d'une part était la première console qui s'est un peu tournée vers le public adulte,
donc impérativement beaucoup plus de consommateurs, et qui a commencé à proposer des CD de démos dans son célèbre PlayStation Magazine, qui va devenir le million seller de la presse jeux vidéo. Je vais vous montrer les chiffres juste après. Et qui va avoir beaucoup de succès parce que beaucoup de gens l'achetaient juste pour avoir la démo. Donc c'est pour vous montrer l'importance qu'acquiert le CD-ROM. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va faire cet âge d'or? Ça va très très bien se vendre. Les chiffres de vente sont très important, les journalistes gagnent très bien leur vie, les pigistes peuvent gagner énormément d'argent s'ils travaillent beaucoup, et bien entendu beaucoup d'éditeurs rentrent dans la danse. Donc là je vais vous montrer PC Team, PlayStation Magazine, PC Jeux lancé par Edicorp qui va devenir Futur, on y reviendra ensuite, et Playmag. Alors peut-être une petite anecdote sur PlayStation Magazine qui a vraiment été un magazine très important. C'est un magazine très important et pourtant c'est un magazine qui a été lancé par le groupe Hachette qui avait racheté les magazines de Mark Andersen, Joystick, Joypad notamment, mais qui en fait aurait dû à l'origine être lancé par Media System Edition, qui a voulu rester fidèle à Nintendo alors qu'ils avaient des très bons contacts avec Sony. Media System Edition, c'est Player One, c'est une maison d'édition qui va disparaître 5 ans après. Donc vous imaginez s'ils avaient fait l'effet inverse, abandonné Nintendo et pris le magazine PlayStation, ils auraient peut-être duré encore pendant 20 ans. C'est pour dire comment ça se joue des fois à peu de choses. Et puis surtout, ce qui s'est passé avec PlayStation Magazine, c'est qu'il y a eu une espèce d'imbroglio, puisque Mark Andersen était un éditeur et en même temps continue à travailler pour Hachette. Donc en fait, il travaillait sur un PlayStation Magazine pour sa maison d'édition, mais alors que c'était officiellement Hachette qui devait le faire, il y a eu une espèce d'imbroglio comme ça, ce qui fait qu'au dernier moment, PlayStation Magazine a failli capoter et que le magazine a été réalisé en grosso modo en 2 ou 3 semaines. Mais créer un titre ex nihilo en 2 ou 3 semaines, c'est quelque chose de tu veux dire, oui. Non. Et c'est quelque chose qui est finalement assez classique pour toutes ces maisons d'édition à cette époque-là qui peuvent des fois sortir des titres extrêmement vite en réaction à la concurrence. Oui, comme tu le disais, ils comptent pas leurs heures. Mais ce qui est intéressant aussi de constater avec le PlayStation Magazine, ça, après on bouclera la boucle sur ce titre important, c'est toute son identité en fait, tout le discours éditorial qui l'accompagne, qui dit regardez, on arrive avec la PlayStation, on a une nouvelle machine pour adultes, Mario et Sonic c'est bien gentil mais c'est pour les enfants, et il y a toute une refonte de la maquette aussi qui va avec ce discours, parce que à l'époque les magazines sont très colorés, la mise en page va dans tous les sens, il y a énormément d'images, et le PlayStation Magazine vient avec une maquette beaucoup plus sobre, alors qu'ils sont dans la même boîte que Joystick et compagnie, qui eux sont plus bariolés. Alors c'est après, oui, non. On reviendra sur les chiffres de PlayStation Magazine après. Donc après cet âge d'or, donc je résume, je passe assez rapidement. À partir du début des années 2000, on va voir un changement, on va encore avoir une nouvelle évolution dans les relations avec l'industrie, et qui va pas foncièrement être très positive pour l'histoire de la presse. D'abord, on passe sur une espèce d'information prémâchée, c'est-à-dire que l'industrie va commencer à avoir des plannings avec les sorties, avec les informations qui passent au compte-gouttes et qui sont distribuées à toute la presse. Donc ce qui fait que la presse va avoir de plus en plus les mêmes choses à partager. Il y a beaucoup moins de possibilités d'aller voir un développeur et d'avoir une news ou un scoop, parce que ça commence à être un peu trop l'industrie en fait un peu cadenassé l'information qui distribuait à la presse. Donc j'ai déjà commencé à le dire, il n'y a plus de lien privilégié avec les développeurs. Je pense que l'exemple cité par Wanda de Joystick à l'époque et dans le podcast Joystick est particulièrement important. Elle était très très amie avec les gens d'Arcane Studio de Lyon. Et c'était mes potes, ils m'avaient dit notre porte sera toujours ouverte. Sauf qu'à un moment, au début des années 2000, elle décide d'aller les voir, elle voit 2-3 potes et tout, on lui dit d'attendre 5 minutes, elle se retrouve sur un canapé, et là il y a le PDG d'Arcane qui arrive et qui lui dit qu'est-ce que tu fais là, t'as rien à faire ici, tu sors. Et là elle se dit le jeu vidéo ça a changé, je me fais foutre à la porte de la boîte de mes potes. Et là en fait c'est le début, au moment où c'est fini l'époque où la presse selon ses notes peut faire la pluie et le beau temps, c'est fini au moment où la presse a finalement des relations privilégiées avec les développeurs. L'industrie a cadenassé toute cette information là, et maintenant la presse va plus pouvoir pouvoir rentrer aussi facilement que ce qu'elle voulait. Et puis une des conséquences qui se voit d'autant plus depuis le début de la presse jeux vidéo, quasiment depuis le début, mais mes collègues ici pourront en reparler par rapport à leurs ouvrages respectifs, mais la presse a beaucoup plus parlé du produit
et pas de l'industrie. Je ne sais pas si, Boris, toi, c'est peut-être plus... On pourra en parler, ouais. Tu vas en parler. Mais notamment, ce qu'on veut dire, c'est que la presse reste très consumer magazine. C'est-à-dire c'est un magazine de consommateurs, où on fait une aide à la décision sur quel jeu acheter. Et finalement, on ne parle pas forcément de l'industrie qu'il y a autour, on ne parle pas du côté culturel du jeu vidéo, on reste vraiment sur le jeu vidéo comme un produit, comme l'avait bien résumé William Oduro dans du monde Pixel à l'époque. Mais les relations avec l'industrie, peut-être que l'industrie a donc... Comment dire, la presse a plus de mal la compétition est de plus en plus importante parce qu'il y a de plus en plus de titres et parce que les titres donc, ont tous le même type d'informations à proposer. Mais ça aurait pu quand même très bien marcher comme ça. Le problème, c'est qu'il va bien entendu arriver un nouveau phénomène qui bien entendu est arrivé dès la fin des années 90, mais qui commence vraiment à être une concurrence pour la presse papier. C'est bien entendu Internet, qui au début a été vu comme un complément parce que ça permettait d'accéder à des vidéos, donc de se faire des idées, etc. Mais ça n'a jamais été vu comme... ça a été vu comme un complément de telle manière que même Joystick, qui était quasiment le magazine numéro 1 de l'époque, avait lancé par exemple le site joystick.fr. C'était très très puissant, comme l'explique Grégoire Hello à l'époque à Joypad. Le site était très puissant, il était très très bien installé, et du jour au lendemain, la famille d'entrepreneurs va changer d'avis. En 2002, elle a considéré qu'Internet ce n'était pas l'avenir, et elle a fermé tous ses sites, alors qu'ils avaient une avance considérable, y compris sur jeuxvideo.com qui existait déjà à l'époque, et qui va en profiter pour devenir ensuite le leader. Mais finalement, ça a été aussi un choix que les gens du papier, ils n'ont pas réussi à passer à l'Internet. Et ce que résume bien Brice Nguessan, qui a ensuite fait partie de tout le microcosme Futurier, le média Merset, quand tu es un groupe de presse, que tu vends 150 000 exemplaires par mois de tes titres, et que tu rajoutes la pub, etc., donc ça fait beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui te disent, ils viennent te dire, on va faire un site. Mais à cette époque, il n'y a pas de pub sur Internet. Donc tu dois payer des gens pour faire un site, et le site, il va te rapporter 0. Donc les gens de la presse papier, ce qu'ils se sont dit, bah, pourquoi tu veux que je fasse ça ? Et en fait, toute la presse papier a continué à freiner des cas de fer, sauf que de fil en aiguille, la presse Internet est devenue de plus en plus rentable, mais les pure players étaient déjà là avant eux, et la presse papier ensuite s'est fait doubler, elle n'a jamais pu rattraper son retard. Quand on voit qu'il n'y avait que 2,4% de gens qui avaient Internet en France en 98, et que c'est monté à 25% en 2003, on voit où ça en est maintenant, impérativement, ils ont loupé le coche. Et donc, ce qui était vu au début comme un compliment est devenu un concurrent direct. Je pense que voilà. Et en contrepartie de ça, ça ne va pas foncièrement décourager les gens de la presse, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux concurrents qui vont se lancer, qui vont tenter d'inonder le marché. Il y avait notamment la société FJM, qui avait une réputation de franc-tireur, capable de sortir des magazines du jour au lendemain, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais FJM était le grand spécialiste de la chose. Et puis il y a bien entendu la société Futur. Futur, donc, qui était un groupe britannique qui rachète Edicorp, un groupe français. Et comme l'explique Vincent Homme, ça se passait très simplement. À une époque, on avait un lancement de titre. Le titre se plantait en moyenne 10-11 mois après, une petite année, une nouvelle formule. Et puis quand le titre était mort, tu te disais « Oh, quand même, c'est dur, on a perdu un titre ». Et le mois d'après, ils en lançaient 2. Donc va y avoir en fait cet effet d'inondation, entre guillemets, des kiosques, ce qui fait que les gens vont être complètement submergés par le choix. Et ce qui va aussi jouer en la défaveur, en plus de la concurrence d'Internet, qui bien entendu est gratuit, il y a les informations au jour le jour, enfin voilà, je vous fais pas un dessin par rapport à la presse papier, mais en plus de ça, quelqu'un qui arrive dans un kiosque, il se retrouve devant 35 titres, on est à ce niveau-là, à cette époque-là, et c'est une presse qui est de moins en moins rentable parce qu'il y a trop de titres et parce qu'il y a en plus Internet qui se développe. On ajoute à ça que Futur va racheter la majorité des titres du marché. Donc tous les grands magazines vont y passer, les joysticks, les consoles plus, ils vont développer un monopole ou quasi-monopole, et du coup il y a des titres qui vont se cannibaliser entre eux, parce que Futur va avoir plusieurs magazines spécialisés dans un constructeur, plusieurs magazines dits généralistes qui parlent de tous les jeux vidéo, et qui vont parfois le même mois afficher en couverture le même jeu. Donc forcément, les joueurs et joueuses qui veulent acheter un magazine, les ventes vont se cannibaliser, parce aucun n'a le budget pour commencer à acheter 2 magazines qui affichent le même jeu en couverture. Donc Futur va finalement se tirer une balle dans le pied, mais tu vas peut-être un peu plus le détailler.
Voilà, donc comme tu l'as dit, l'élément fondamental qui se passe à cette époque-là, c'est surtout en 2003, c'est quand Future rachète HDP. Tu l'as dit, HDP donc achète Digital Press, qui était l'éditeur de Joystick, Joypad, etc. et va commencer à vouloir créer une situation de monopole. Ils vont se mettre à peu près tout racheter. Ça va être vu comme le Titanic, comme on le voit ici, au moment où Joypad est racheté par Future, donc c'est-à-dire que toutes les rédactions vont s'en aller. Mais si les rédactions vont s'en aller, c'est parce qu'il va y avoir un nouvel élément de crise qui va être ajouté en plus à la crise d'Internet et à ces titres qui se cannibalisent entre eux. C'est que Future met beaucoup plus en avant le travail des commerciaux. Ils essayent beaucoup plus de contrôler la ligne éditoriale des magazines de jeux vidéo. C'est expliqué ici dans mes différentes choses. Alors, il faut quand même aussi un peu relativiser. Il y a eu des épisodes inadmissibles. Il y a eu par exemple William Duro qui s'est fait licencier parce qu'il a critiqué un jeu et qu'il y avait un éditeur qui s'en est plaint. Ça restait relativement à la marge, il y avait toujours une ligne éditoriale, rédactionnelle qui était libre, mais c'était quand même pas aussi libre, entre guillemets, pour remettre dans le contexte, à ce qui se passait avant dans ces magazines Joystick, Joypad, où les éditeurs leur foutaient complètement une paix royale. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, et en fait, à partir du moment où ça se vendait, c'était pas important pour eux de savoir ce qui était écrit dans le magazine. Alors que maintenant, ça va devenir important, il faut un peu plus ménager le chèvre et le chou, ménager l'industrie, etc. Et ça va aussi se ressentir. Donc, ce qui veut dire que ça, plus la concurrence d'Internet, plus la cannibalisation des magazines, c'est à peu près les trois éléments qui vont petit à petit provoquer la crise, qu'on résume avec les chiffres officiels de l'OJD, donc l'Office de diffusion de la presse, et qui vous montre bien le niveau de la presse à ses débuts. On en voit la console plus qu'à 80 000 en 91, le pic incroyable de PlayStation Magazine qui se vendait à 160 000, qui se diffusait à 160 000 magazines par mois en moyenne au cours de la période 97-98, donc c'était quand même relativement assez fort, mais on est à son maximum ensuite, et ensuite petit à petit ça va se dégrader, c'est quand même toujours fort, c'est 100 000 en 2002, mais autour du milieu des années 2000, sachant donc que tous les magazines qui sont cités ici, Génération 4 disparaît en 2005, tous les autres magazines cités ici appartiennent à Future, parce qu'il va ensuite racheter aussi Console Plus, PC Jeux ça leur appartenait déjà, Jeux Vidéo Magazine c'est eux qui vont le lancer. Et donc résultat, c'est avec des chiffres bien entendu qui sont à la baisse pour tout le monde, donc il y a une véritable crise des ventes, et impérativement qui dit crise des ventes dit une crise économique. Alors, en ce milieu des années 2000, les derniers magazines qui résistaient vont disparaître, souvent dans des situations très 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 difficiles pour les rédactions. Yann Serra l'a bien résumé, il était directeur des rédactions à Possi Press, notamment donc qui éditait PC Team. Il dit, pour ceux qui ont voulu persévérer dans le test de jeux vidéo, il n'y avait plus personne pour acheter leurs articles. Des gens qui étaient des héros du jeu vidéo, incapables de faire autre chose, sont devenus des épaves. Donc il y a un certain nombre de journalistes qui n'ont pas du tout réussi à se relancer ailleurs et qui se sont complètement effondrés dans un système de dépression. Il y a eu aussi des sociétés, à l'image de ce qu'a fait Computech, qui possédait Génération 4, qui était à l'époque le plus vieux magazine de jeux vidéo en activité. Ils ont engagé une autre société, ils l'ont revendu à une petite firme, Coprosa, avec comme objectif de flinguer la boîte. Donc à la fin, la boîte, il n'y avait plus que 2 personnes, ils ont fini par attaquer en justice parce qu'ils n'étaient plus payés. Et finalement, FJM, qui aussi a, comme ils l'ont dit eux-mêmes, a inondé le marché de magazines parfois immondes, ils l'assument eux-mêmes, les paroles sont de Jay, l'ancien directeur des rédactions de FJM, mais ils ont quand même, par rapport à Future, FJM était totalement inoffensif parce qu'ils ont tout raflé. Donc ces éditeurs, qui étaient des éditeurs de la grande époque, ont tous disparu à la fin des années 2000. Et donc EMAP, l'éditeur de Console Plus, a ensuite été aussi racheté par Future. Alors il y avait quand même des magazines qui ont résisté à cette époque-là, et des magazines qui ont su garder leur indépendance. Il y a eu notamment Canard PC, qui existe encore à l'heure actuelle. Il y a Pixel Love, qui existe également à l'heure actuelle, qui a créé la mode d'abord du magazine de rétro gaming, parce qu'il y a énormément de magazines de rétro gaming en France, c'est vraiment une particularité nationale, j'aurais envie de dire, et qui a créé en plus le système du MOOC, donc ce qui fait que c'est de la vente en direct, donc les bénéfices sont générés équivalaient peut-être à 2 ou 3 000 exemplaires. Pour 400 exemplaires, ça valait 2 ou 3 000 exemplaires en termes de bénéfices par rapport à un magazine vendu en kiosque, pour montrer. Et puis en parallèle, IG qui a justement essayé de faire un peu entre les deux, a essayé un style plus qualitatif. Entre MOOC et entre kiosque, ça a été des magazines qui ont su faire leur trou avec plus ou moins de difficultés par rapport à Future et à son monopole. Mais finalement, le monopole de Future, ça n'a pas fonctionné.
c'est bien résumé par Corentin Lamy de Joystick. Il faut savoir que Future, les Britanniques se sont retirés. Ils ont été l'ancienne direction de Future France a racheté Future, c'est devenu Yellow Media. Yellow Media a ensuite été racheté par un autre groupe au moment où ils étaient en crise financière assez profonde, et c'est devenu Merced. Corentin dit qu'il a ressenti une véritable envie de renouveler les fondamentaux de la presse du jeu vidéo à partir de ce moment-là, alors que ça n'avait jamais été fait avant. C'est-à-dire qu'on faisait toujours les mêmes méthodes, les ventes continuaient à chuter inexorablement, mais il n'y avait pas eu de changement de ligne éditoriale ou de rédactionnel. Mais ce qu'explique Corentin Lamy, et je pense, et ça a été confirmé par d'autres témoignages, c'est que c'était un peu vain, parce que recommencer un magazine qui a 25 ans d'histoire, les fans qui ne te lisent plus parce qu'ils sont passés à autre chose, ils ne vont pas revenir. Donc en fait, le problème qui s'est posé, c'est que Future a continué à appliquer toujours les mêmes méthodes, et même les mêmes grilles salariales, comme l'explique Moguri, qui était rédacteur en chef adjoint de Console Plus, mais plus connu pour No Life, et qu'il a dit... Tout le monde savait que la situation financière des magazines était très mauvaise, mais il nous dit, pourtant j'ai jamais été aussi bien gagné ma vie que là-bas. Donc les salaires sont élevés par rapport aux chiffres de diffusion, et en contrepartie, la ligne éditoriale est toujours la même. Il n'y a pas de changement fondamental, donc finalement les lecteurs se lassent et petit à petit quittent. Et comme le dit Corentin, quand ils ne lisent plus un magazine, ils ne reviennent plus après. Donc en 2012, c'est la quasi-disparition de la presse jeux vidéo avec la liquidation de Merced, donc celui qui avait suivi Future, notamment la disparition de Joypad qui avait eu lieu déjà en 2011, et donc Console Plus, PC Jeux, Joystick, donc les magazines les plus anciens encore en activité qui disparaissent tous à cette époque-là. Non. Alors finalement, c'est quand même une question qu'on peut se poser quand on regarde l'histoire de la presse jeux vidéo jusqu'à cette époque-là, début des années 2010. Finalement, qui est le vrai coupable ? Parce qu'on a souvent l'habitude de dire Future, c'est le grand méchant loup, c'est le vrai coupable, c'est l'éditeur qui a tout flingué. Mais d'un autre côté, il y a aussi Internet. Eh ben, il y a différentes idées. C'est clair que Future n'a pas aidé. Ils ont eu parfois des idées saugrenues. JK, par exemple, a voulu interroger Florent Gorge, le créateur de Pixel Love. Et puis finalement, au dernier moment, Future l'appelle et lui dit non, on veut lancer un magazine rétro, ça va être de la concurrence, donc tu l'interroges pas. Ils n'ont jamais lancé de magazine rétro, mais c'est pour vous montrer le genre de comportement que pouvait avoir la direction quand il y avait des nouvelles idées. Stéphane Lavazar aussi dit c'est vrai qu'on peut accuser Internet de tous les maux, mais certaines personnes du marketing font arrêter des magazines qui étaient en progression. Et lui n'était pas à Future, il était à Dixie Media après avoir été à Génération 4. Mais en contrepartie, on a aussi des gens comme Yann Serra, donc l'ancien directeur des rédactions de Possi Press, PC Team, qui nous dit tout avait déjà commencé à s'écrouler avant même que Future commence à arroser les kiosques. Internet, c'est le concurrent ultime. Les magazines sont morts parce que les gens n'allaient plus acheter en kiosque. Et d'ailleurs, quand on parle aux nouvelles générations maintenant, c'est ce qu'on voit. Quand on leur demande ce que c'est que des kiosques, certains ne savent même pas ce que c'est. Donc on voit qu'il y a aussi ça comme problème. Et puis la dernière chose, qui est finalement un peu un mélange des deux, c'est Brice Nguessan, lui-même faisant partie de Future, directeur des rédactions de Yellow Media et de Merced, qui dit oui, Future est responsable de son propre déclin, mais il est surtout responsable de son propre déclin parce qu'il n'a pas pris le virage d'Internet. Ils ont eu la possibilité, par exemple, de racheter jeuxvideo.fr et ils ne l'ont pas saisi. Et il dit un truc qui me semble assez édifiant. Si ce virage d'Internet avait été pris, je pense que Webedia n'existerait pas aujourd'hui. Le Webedia d'aujourd'hui, c'est le Future d'hier. Mais contrairement à ce que se laisse penser ce que j'étais en train de dire, c'est pas pour ça que la presse va abandonner, parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire des magazines de jeux vidéo, des magazines de jeux vidéo de qualité. Et il va y avoir une certaine renaissance qui va se créer en 2013 avec exclusivement des magazines indépendants. Jeux vidéo magazine, par exemple, a été racheté par son ancienne équipe, mais maintenant, en termes de taille, fait presque partie des magazines indépendants. Et je pense que le Moguri, l'ancien rédacteur en chef adjoint de Console Plus, résume ça assez bien. Il va y avoir une renaissance en deux groupes. Il y a les magazines qui s'approprient leur rédaction et les rédactions qui s'approprient leur magazine. Donc il y a des magazines qui vont continuer à créer des consumer magazines, donc jeux vidéo magazine, mais également par exemple Video Gamer. Même si ils essayent de faire quand même aussi un petit peu différent que le consumer magazine de base. Et puis il va y avoir tout un tas de créations de magazines qui présentent le jeu vidéo comme un produit culturel, chose que Canard PC avait déjà commencé à faire. Et JV va se mettre en plein dedans. Il va y avoir d'autres magazines qui vont se faire comme Game par exemple à cette époque-là. La différence c'est que JV existe encore. C'est souvent difficile, mais Sophie Krupa le résume assez bien. La question de savoir si ce qu'on fait colle à notre business plan ou je ne sais pas, la question ne se pose pas puisqu'en fait on n'a pas de business plan.
Donc en fait, c'est vraiment c'est un peu comme des passionnés, comme à la grande époque, qui décident de recréer d'eux-mêmes. L'équipe de JV, c'est des anciens de joystick, au même titre que Canard PC à l'origine sont des anciens de joystick, Vidéo Gamers sont des anciens de joypad, etc. Donc c'est des gens qui étaient dans ces grands groupes, mais qui ont envie de faire quelque chose de différent. Avec une culture journalistique très à cœur et qui incite à, comme on le disait, casser les fondamentaux, casser les modèles de la presse vidéoludique tels qu'ils ont cours depuis les années 90. Donc JV, ils saisissent ce moment charnière comme un moment pour abandonner le terme test et pour plutôt partir sur la critique, pour aller voir ce qui se fait dans d'autres types de presse, dans la critique cinéma, etc. Et pour revenir à des bases plus journalistiques, à développer des angles, etc. On aura l'occasion d'en reparler ensuite. L'image revient, là on n'avait plus que du test, mais c'est sûr pour mon successeur que c'est un problème. Pour terminer, on a aussi essayé de regarder quand même vraiment ce qui se passe maintenant en ce moment dans la presse. Et c'est vrai qu'après cette renaissance qui a plutôt pas trop mal marché, bien entendu avec des diffusions bien plus faibles que ce qu'on connaît, la presse a quand même eu à subir 2 crises supplémentaires dans toute la période 2017 et 2020. D'abord, la crise de Prestalis, qui en fait, Prestalis, c'est la société qui distribuait près des 3/4 des titres de presse française et qui se trouve proche du dépôt de bilan à partir de fin 2017 et qui va donc demander une espèce de taxe supplémentaire aux magazines à prélever, etc. Puis Prestalis va finalement mettre la clé sous la porte. Ce qui va faire que pendant, je crois, 3 à 6 mois, il y a certaines régions de France où il n'y aura plus de distribution de presse. Donc là encore, ça a joué un mauvais tour au magazine de jeux vidéo à ce moment-là. Et puis bien entendu, le confinement dû au Covid qui va accroître les soucis, la fermeture des kiosques, la fermeture des relais dans les gares, les métros, etc. C'est Yvan Godet de Canard PC qui explique tout ça. Les imprimeurs ont dû s'assurer de la sécurité de leurs employés, faire avec des effectifs réduits. Il y a les événements ont été annulés. Donc il y a plein de choses qui fait que une nouvelle fois, la presse a subi encore des difficultés supplémentaires par rapport déjà aux difficultés actuelles qu'elle a par rapport à la concurrence d'Internet. Et on en revient dans le bouquin, la concurrence de YouTube, etc., qui va plus loin. Alors, ceci étant dit, et c'est peut-être la bonne nouvelle, depuis la sortie du bouquin, il n'y a pas de grand magazine qui a disparu. Il y a le financement participatif qui aide un petit peu, etc. Mais donc la presse continue à résister, à tenter des propositions différentes. Mais ça, je pense que Boris pourra en dire un peu plus. Et je pense que c'est à peu près là où on s'est arrêté parce que donc, le livre est sorti en octobre 2020. Mais grosso modo, c'est quand même relativement positif. Ce qui se passe en ce moment, c'est que la presse réussit à résister et qu'on a toujours de la presse papier de qualité qui arrive, même si, en termes là aussi de titres, on est sur une douzaine de magazines à peu près par mois, quand on en avait 35, bien entendu, à l'époque de l'âge d'or, mais on sait aussi les effets négatifs que ça a eu. Donc voilà, j'ai essayé à peu près de vous résumer ça, et je vous remercie de votre attention. Et donc on se retrouve pour les dédicaces. Merci beaucoup, à bientôt. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.